Bonjour et bienvenue dans ce cours d'introduction au roman de Stendhal, Le Rouge et le Noir. Cette séance sera divisée en 7 parties. Nous commencerons par évoquer brièvement l'auteur puis ses œuvres et le titre du roman pour parler de la symbolique des couleurs du rouge et du noir. Nous évoquerons ensuite le personnage complexe de Julien. Nous poursuivrons avec la question du genre, puis nous terminerons avec la période historique et enfin la période littéraire. Nous dirons très peu de choses sur l'auteur. Il est né en 1783 et est mort en 1842, et son vrai nom était Henri Bell. En 1806, de passage en Allemagne, il découvre la ville de Stendhal, et il adopte ce nom qui lui sert de pseudonyme, et qui rime avec scandale. Ses œuvres les plus célèbres sont évidemment Le Rouge et le Noir, mais on peut évoquer aussi La Chartreuse de Parme ou encore Racine et Shakespeare, dont nous parlerons un petit peu plus bas, et enfin La vie de Henri Brulard. Évoquons à présent le titre du roman et évidemment la symbolique des couleurs. On oppose souvent dans ces couleurs deux manières de s'élever socialement. La carrière ecclésiastique, représentée par le noir, et la carrière militaire qui évoque le rouge. En effet, le noir évoque la prêtrise, l'habit noir dont la tenue connote l'Église. C'est la couleur du deuil et donc de la mort. C'est aussi celle de la laideur morale, celle de la noirceur du caractère du héros. Le rouge est la couleur de la passion, du sang, de la vitalité, et donc de la force, de l'énergie du héros romantique. Le rouge et le noir sont donc les couleurs du héros qui montent les marches de l'ascension sociale. Ce sont les couleurs de l'ambition de Julien, qui hésite entre la carrière ecclésiastique et militaire. On en trouve de nombreux échos tout au long du roman. En voici un exemple. Tout à coup, Julien cessa de parler de Napoléon. Il annonça le projet de se faire prêtre, et on le vit constamment dans la scie de son père, occupé à apprendre par cœur une Bible latine que le curé lui avait prêtée. Ce bon vieillard, émerveillé de ses progrès, passait des soirées entières à lui enseigner la théologie. Julien ne faisait paraître devant lui que des sentiments pieux. Qui eût pu deviner que cette figure de jeune fille si pâle et si douce cachait la résolution inébranlable de s'exposer à 1000 morts plutôt que de ne pas faire fortune. Voyez encore par exemple cet extrait du chapitre 18 du livre 1er. Mais ce bruit admirable ne fit plus d'effet sur Julien. Il ne songeait plus à Napoléon et à la gloire militaire. Si jeune, pensait-il, être évêque d'Agde. Mais où est Agde? Et combien cela rapporte-t-il? 2 ou 300 000 francs peut-être? Intéressons-nous à présent au personnage de Julien et montrons à quel point ce personnage est un personnage ambigu. Il est fasciné par l'épopée napoléonienne. En même temps, c'est un véritable Tartuffe qui, comme le personnage de Molière, se sert de la religion à des fins personnelles, d'élévation sociale personnelle. Par ailleurs, Julien est un jeune homme d'origine modeste qui lutte pour parvenir à trouver sa place dans la haute société. Et enfin, on verra que c'est un personnage complexe, un personnage à contretemps. Julien, comme Alfred de Musset dans La Confession d'un enfant du siècle, est né trop tard et éprouve un sentiment que l'on a baptisé le mal du siècle. C'est un sentiment auquel les jeunes gens de ce début du XIXe siècle sont exposés. En voici les raisons. Trois éléments partageaient donc la vie qui s'offrait alors aux jeunes gens. Derrière eux, un passé à jamais détruit, s'agitant encore sur ses ruines, avec tous les fossiles des siècles de l'absolutisme. Devant eux, l'aurore d'un immense horizon, les premières clartés de l'avenir, et entre ces deux mondes,
quelque chose de semblable à l'océan qui sépare le vieux continent de la jeune Amérique. Je ne sais quoi de vague et de flottant, une mer houleuse et pleine de naufrages, traversée de temps en temps par quelques blanches voiles lointaines ou par quelques navires soufflant une lourde vapeur. Le siècle présent, en un mot, qui sépare le passé de l'avenir, qui n'est ni l'un ni l'autre et qui ressemble à tous deux à la fois, et où l'on ne sait, à chaque pas qu'on fait, si l'on marche sur une semence ou sur un débris. Voilà dans quel chaos il fallut choisir alors. Voilà ce qui présentait à des enfants pleins de force et d'audace, fils de l'Empire et petits-fils de la Révolution. Or, du passé ils n'en voulaient plus, car la foi en rien ne se donne. L'avenir, ils l'aimaient, mais quoi? Comme Pygmalion Galatée. C'était pour eux comme une amante de marbre, et ils attendaient qu'elle s'animât, que le sang colorât ses veines. Il leur restait donc le présent, l'esprit du siècle, ange du crépuscule qui n'est ni la nuit ni le jour. Ils le trouvèrent assis sur un sac de chaux plein d'ossements, serré dans le manteau des égoïstes et grelottant d'un froid terrible. L'angoisse de la mort leur entra dans l'âme à la vue de ce spectre moitié momie et moitié fœtus. Ils s'en approchèrent, comme le voyageur à qui l'on montre à Strasbourg la fille d'un vieux comte de Saarwerden, embaumée dans sa parure de fiancée. Ce squelette enfantin fait frémir, car ses mains fluettes et livides portent l'anneau des épousés, et sa tête tombe en poussière, au milieu des fleurs d'oranger. Comme à l'approche d'une tempête, il passe dans les forêts un vent terrible qui fait frissonner tous les arbres, à quoi succède un profond silence. Ainsi, Napoléon avait tout ébranlé en passant sur le monde. Les rois avaient senti vaciller leur couronne, et, portant leurs mains à leur tête, ils n'y avaient trouvé que leurs cheveux hérissés de terreur. Le pape avait fait 300 lieues pour le bénir au nom de Dieu et lui poser son diadème, mais Napoléon lui avait pris des mains. Ainsi tout avait tremblé dans cette forêt lugubre des puissances de la vieille Europe, puis le silence avait succédé. On remarquera entre autres dans ces lignes de Musset les nombreuses métaphores dépeignant les deux mondes, le vieux monde détruit de l'ancien régime et un avenir insaisissable. On notera aussi que le présent, dont on ne sait jamais, comme le dit Musset, s'il contient un débris du premier ou une semence du second, est un présent silencieux succédant à l'épopée napoléonienne et qui laisse place à l'ennui, à la mélancolie. De fait, très souvent, le héros du Rouge et le Noir a le sentiment d'arriver trop tard, comme on peut le voir dans les passages ci-dessous. « Ah !» s'écria-t-il, « que Napoléon était bien l'homme envoyé de Dieu pour les jeunes Français. Qui le remplacera? Que feront sans lui les malheureux, même plus riches que moi, qui ont juste les quelques écus qu'il faut pour se procurer une bonne éducation, et qui ensuite n'ont pas assez d'argent pour acheter un homme à 20 ans et se pousser dans une carrière. Quoi qu'on fasse, ajouta-t-il avec un profond soupir, ce souvenir fatal nous empêchera à jamais d'être heureux. Ou encore celui-ci, lorsque Julien mange chez les Valenod. Napoléon, qu'il était doux de ton temps de monter à la fortune par les dangers d'une bataille. Ou lors de son arrivée à Besançon. Quelle différence pour moi, dit-il en soupirant, si j'arrivais dans cette noble ville de guerre, pour être sous-lieutenant dans un des régiments chargés de la défendre. Mais ce parallélisme du chapitre 26 de la première partie nous montre que notre héros, pour parler comme Stendhal, n'a pas trop à regretter l'époque napoléonienne et qu'il peut quand même faire une grande carrière. Sous Napoléon, j'eusse été sergent. Parmi ses futurs curés, je serai grand vicaire. Pour faire carrière, Julien Sorel a recours à l'hypocrisie. Voyez comme le terme abonde dans le roman. Vous savez qu'à l'église, je ne vois que Dieu, ajouta Julien avec un petit air hypocrite, tout propre selon lui à éloigner le retour des taloches. Il jugea qu'il serait utile à son hypocrisie d'aller faire une station à l'église. Quelle n'était pas ma présomption à Verrières, se disait Julien. Je croyais vivre. Je me préparais seulement à la vie. Me voici enfin dans le monde, tel que je le trouverai jusqu'à la fin de mon rôle, entouré de vrais ennemis. Quelle immense difficulté, ajoutait-il, que cette hypocrisie de chaque minute.
c'est à faire pâlir les travaux d'Hercule. Mais il ne s'agit pas que de Julien. Le monde dans lequel il vit n'est partout qu'hypocrisie. Partout hypocrisie, ou du moins charlatanisme, même chez les plus vertueux, même chez les plus grands. Me voici donc dans le centre de l'intrigue et de l'hypocrisie. Ici règnent les protecteurs de l'abbé de Frilair. L'abbé Pirard l'avait mené dans plusieurs maisons jansénistes. Julien fut étonné. L'idée de la religion était invinciblement liée dans son esprit à celle d'hypocrisie et d'espoir de gagner de l'argent. Mais l'hypocrisie sert l'ambition de Julien. Ma vie n'est qu'une suite d'hypocrisie parce que je n'ai pas 1000 francs de rente pour acheter du pain. Pour toutes ces raisons, et parce que Julien est donc un hypocrite ambitieux, il est rarement lui-même. Il passe son temps à jouer un rôle. Le mot hypocrisie vient du grec hypokrisis et signifie réponse dans un dialogue de théâtre. De là le sens de jeu d'acteur, puis de feinte, faux semblant. Être hypocrite, c'est donc feindre, jouer un rôle. Voyez ce passage du dernier chapitre de la première partie lorsque Julien apprend qu'il va à Paris. Il allait enfin paraître sur le théâtre des grandes choses. On a vu que l'hypocrisie était l'arme d'un jeune homme dont la basse condition ne lui permettait pas de s'élever dans la société. Dès lors, son ambition s'apparente à une lutte contre ceux qui ont le pouvoir, ceux qui sont privilégiés, en particulier les nobles. Elle est bonne et douce, son goût pour moi est vif, mais elle a été élevée dans le camp ennemi. Ils doivent surtout avoir peur de cette classe d'hommes de cœur qui, après une bonne éducation, n'a pas assez d'argent pour entrer dans une carrière. Que deviendraient-ils ces nobles s'il nous était donné de les combattre à armes égales ? Moi, par exemple, le maire de Verrières, bien intentionné, honnête comme l'est au fond M. de Rênal, comme j'enlèverais le vicaire, M. Valenod et toute leur friponnerie, comme la justice triompherait dans Verrières. Ce ne sont pas leurs talents qui me feraient obstacle, ils tâtonnent sans cesse. Madame de Rênal avait été étonnée du mot de Julien, parce que les hommes de sa société répétaient que le retour de Robespierre était surtout possible à cause de ces jeunes gens des basses classes, trop bien élevés. Julien s'élève dans la société et l'hypocrisie en est le moyen. Ce principe d'élévation est symbolisé par l'échelle, objet que l'on retrouve de bout en bout dans le livre, et dont Julien dit « C'est un instrument, se dit-il en riant, dont il est dans mon destin de me servir. » Julien est un personnage qui veut littéralement se hisser. Juste après avoir obtenu son premier rendez-vous avec Mathilde, et donc être monté au chapitre 15, il exprime le sentiment suivant. Il se sentait porté à une immense hauteur. On peut aussi se rappeler à la fin que Julien rentre dans l'église au moment de l'élévation. En ce moment, le jeune clerc qui servait la messe sonna pour l'élévation. Madame de Rênal baissa la tête qui, un instant, se trouva presque entièrement cachée par les plis de son châle. Julien ne la reconnaissait plus aussi bien. Il tira sur elle un coup de pistolet et la manqua. Il tira un second coup. Elle tomba. Julien n'est pas noble. Il n'est pas bien né. Il est né trop tard pour connaître la gloire napoléonienne, et il ne lui reste que la prêtrise qui lui assure les moyens de son ambition en le faisant arriver à l'hôtel du marquis de la Mole, lequel incarne la société de l'Ancien Régime et le désir du retour à une véritable monarchie. C'est en somme un ultra. Julien aspire à acquérir cette noblesse. Il prend leur parti. Il prend le parti d'une société qui n'existe plus et qui, à l'aube des Trois Glorieuses, s'apprête à perdre de nouveau. En somme, là encore, Julien arrive trop tard. Et pourtant, le jeune homme est un plébéien souvent comparé aux grandes figures de la Révolution. Julien la regarda froidement avec des yeux où se peignait le plus souverain mépris. Ce regard étonna madame Derville, et l'eût surprise bien davantage si elle en eût deviné la véritable expression. Elle y eût lu comme un espoir vague de la plus atroce vengeance. Ce sont sans doute de tels moments d'humiliation qui ont fait les Robespierre. Oui, disait-il au comte Altamira, Danton était un homme. Ô ciel! Serait-il un Danton, se dit Mathilde?
Prenez bien garde à ce jeune homme qui a tant d'énergie, s'écria son frère. Si la révolution recommence, il nous fera tous guillotiner. Julien est en somme un personnage contradictoire, issu de la plèbe, aspirant à la noblesse mais animé par la fièvre révolutionnaire. C'est un personnage qui ne peut trouver sa place dans la société sclérosée de 1830. À quel genre Le Rouge et le Noir appartient-il ? Est-ce un roman ? Mais alors, en ce cas, on pourra parler à son propos de roman historique, de roman réaliste, romantique, d'apprentissage, d'aventure, d'analyse psychologique. Est-ce une chronique, c'est-à-dire une suite de faits rapportés, comme invite à y penser le sous-titre ? Serait-ce plutôt une tragédie ? Développons ce dernier point. On trouve dans l'ouvrage de nombreuses références au destin. Par exemple, le nom Louis Janrel, qui est en fait l'anagramme de Julien Sorel. Ou encore, on trouve de nombreuses références au théâtre, et notamment les trois coups, ou encore les rideaux de couleur rouge, un rouge sang. En fait, tout le livre abonde en référence à la fin tragique de Julien. C'est le cas notamment de la scène du bal où Mathilde voit dans la condamnation le signe d'une élection. Je ne vois que la condamnation à mort qui distingue un homme, pensa Mathilde. C'est la seule chose qui ne s'achète pas. On peut aussi enfin penser à la référence à la reine Marguerite, au livre second du chapitre 10, qui annonce la scène finale de la grotte. Le roman de Stendhal est-il réaliste ? D'une part, précisons que deux affaires sont à l'origine du roman, qui s'inspirent ainsi du réel. D'une part, l'affaire Lafargue, et d'autre part, l'affaire Berthet. D'ailleurs, Stendhal écrivait dans une lettre du 4 mai 1834 à une amie qui lui demandait des conseils littéraires, en décrivant un homme, une femme, un site, songez toujours à quelqu'un, à quelque chose de réel. D'autre part, évidemment, on se rappellera de l'épigraphe de la première partie du roman, la vérité, l'âpre vérité. Il y a là un véritable programme dont l'exigence de vérité peut aussi bien renvoyer à l'écriture journalistique, et nous avons vu que le roman s'inspire de faits réels, notamment le journal de la Gazette des tribunaux, mais aussi au réalisme, courant littéraire du XIXe siècle, dont les théories sont toutefois ultérieures au roman de Stendhal. Stendhal écrivait dans la vie de Henri Brulard « Être vrai, et simplement vrai. Il n'y a que cela qui tienne ». Ce qui n'est pas sans évoquer l'écrivain Honoré de Balzac qui écrivait au début du Père Goriot « All is true ». De ce point de vue, on gardera à l'esprit cette célèbre phrase du chapitre 19, livre second, « Un roman est un miroir qui se promène sur une grande route ». Citation qui apparaît en fait deux fois dans le roman. La première comme une citation attribuée à Saint Réal au chapitre 13 du premier livre. On a là un véritable manifeste littéraire. Voici la citation complète qui figure dans une longue parenthèse commentant la narration à laquelle se livre Stendhal. « Hé monsieur, un roman est un miroir qui se promène sur une grande route. Tantôt il reflète à vos yeux l'azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers de la route. Et l'homme qui porte le miroir dans sa hotte sera par vous accusé d'être immoral. Son miroir montre la fange, et vous accusez le miroir. Accusez bien plutôt le grand chemin où est le bourbier, et plus encore l'inspecteur des routes qui laisse l'eau croupir et le bourbier se former. » Ce qui inclut la politique. Si vos personnages ne parlent pas politique, reprend l'éditeur, ce ne sont plus des Français de 1830, et votre livre n'est plus un miroir, comme vous en avez la prétention. Mais précisons que le réalisme stendhalien présente un certain nombre de spécificités esthétiques. Ainsi, contrairement à un Balzac, il ne produit pas de longues descriptions, à l'exception peut-être de l'Incipit présentant la ville de Verrières. Et encore, Stendhal pratique un réalisme particulier qu'on appelle réalisme subjectif, qui ne donne à voir au lecteur que ce qu'en perçoit le personnage, d'où l'utilisation si fréquente de la focalisation interne. Bien souvent, on ne perçoit donc du réel que ce qu'en perçoit Julien, qui est bien souvent concentré sur lui-même et son insatiable appétit de réussite sociale. En somme, le miroir est un miroir déformant.
On voit combien il est malaisé de définir le roman de Stendhal en cherchant à le placer dans telle ou telle case. L'auteur exprime d'ailleurs lui-même toute l'ambiguïté de son œuvre en ces termes. Peut-être faut-il être romantique dans les idées. Le siècle le veut ainsi, mais soyons classiques dans les expressions et les tours. On a vu que le roman a pour sous-titre Chronique de 1830, qui était d'ailleurs chronique du XIXe siècle dans une version antérieure. L'histoire se situe à la fin de la Restauration, peu avant la Révolution de Juillet en 1830, qui voit la chute de Charles X et des aristocrates nostalgiques de l'Ancien Régime. La Restauration est le nom donné au régime politique de la France entre 1814 et 1830. Il s'agit du retour des rois de la dynastie des Bourbons après la période de la Révolution française et du Premier Empire. La noblesse tente de reprendre le pouvoir qu'elle dispute à la bourgeoisie. On distingue la première Restauration d'avril 1814 à mars 1815, la seconde Restauration de juin 1815 à juillet 1830. La Restauration se termine par la Révolution des Trois Glorieuses en juillet 1830. Elle est dirigée par Louis XVIII jusqu'en 1824, puis par Charles X jusqu'en 1830. La Restauration est une période marquée par la Charte, qui est la constitution du Royaume de France entrant en vigueur sous la première puis seconde Restauration. L'époque à laquelle se déroule le roman est une période profondément inégalitaire. Les idées de la Révolution n'ont plus cours. L'inégalité des hommes est redevenue la norme. On le voit bien dans le chapitre 1 de la deuxième partie, lorsque l'abbé Pirard fait à Julien le portrait de la famille du marquis de La Mole. Voici ce que pense la marquise. Elle ne cache pas, elle, qu'avoir eu des ancêtres qui soient allés aux croisades est le seul avantage qu'elle estime. L'argent ne vient que longtemps après. Cela vous étonne ? Nous ne sommes plus en province, mon ami. Cependant, ajouta M. Pirard, nous sommes prêtres, car elle vous prendra pour telle. À ce titre, elle nous considère comme des valets de chambre nécessaires à son salut. Le mérite individuel compte donc moins que la naissance. C'est pour ça que l'expression « bien né » revient si souvent dans le livre. Être bien né, c'est être noble. Soit dit en passant, c'est le sens étymologique du mot généreux. Generosus signifiant en effet de bonne ou noble race. Ainsi, comme on le verra avec l'analyse du chapitre où Julien prend la main de Madame de Rênal, parvenir à se hisser dans la société des nobles, des gens bien nés, relève de la conquête. C'est une bataille. Pour finir cette partie sur la période historique, voici quelques dates que je vous propose de retenir. Mais retenez surtout que les années 1830 sont une époque où la noblesse craint encore une révolution. Madame de Rênal dit d'ailleurs à Julien « S'il y a une nouvelle révolution, tous les nobles seront égorgés. » On lit également un peu plus loin dans le roman « Si la révolution recommence, il nous fera tous guillotiner. » Les Trois Glorieuses, 27, 28 et 29 juillet 1830, mettent fin à la Restauration et au règne de Charles X. L'insurrection qui a eu lieu pendant ces 3 jours a été déclenchée par une série de mesures qui restreignaient les libertés. Mais le roman ne raconte pas ce moment. Toutefois, il le laisse pressentir. Pour finir ce cours déjà très long d'introduction, un bref mot sur la période littéraire. Retenez
le mouvement du romantisme et le courant réaliste, ainsi que les deux œuvres et les deux dates ci-dessous.